Donc ce qu'on voudrait, c'est vous montrer concrètement comment on peut utiliser l'information climatique dans un exemple qui est l'agriculture. Et tout le monde sait l'importance de l'agriculture au Sénégal, parce que 80% de l'agriculture est pluviale, donc on parle de la pluviométrie. Et si on regarde le nombre de populations, en tout cas qui vivent de l'agriculture, de manière directe ou indirecte aussi, sont très nombreux. Donc c'est pour cela qu'on a voulu mettre un projet de démonstration pour montrer un peu l'importance de l'information climatique. Mais comme vous le savez, la variabilité climatique a existé depuis longtemps au Sahel. Donc les paysans ont eu des moyens d'adaptation qu'ils ont développés, ce qu'on appelle les connaissances endogènes, les connaissances locales, les indicateurs bioclimatiques. Donc il fallait partir de cela, de l'état clair. C'est pour cela, dans nos séminaires, au départ, on essaie d'identifier un peu le besoin réel des paysans, puis essayer de répondre. Et un exemple, c'est de documenter un peu les connaissances locales. Donc voici un exemple qu'on avait fait, c'est parce qu'à Kaffrine, on pose une question très simple. Pourquoi le paysan prend les décisions qu'il est en train de prendre? Pourquoi le paysan décide aujourd'hui de semer? Pourquoi pas un autre jour? Pourquoi il décide d'aller désherber, etc., etc. Et on essaie de documenter. Et les paysans essaient de nous expliquer par des indicateurs très clairs comment le climat affecte leurs activités. Et on a une manne vraiment de connaissances traditionnelles qui existent en Afrique. Ils parlent des étoiles, des configurations d'étoiles, des arbres, les étoiles filantes, les nuages, etc. Et quand tu regardes les indicateurs, ce qui est intéressant en tant que climatologue, c'est de voir beaucoup d'indicateurs dépendent directement du climat. Donc il y avait cette réalité climatique qui existe. Donc nous, ce qu'on a fait, au lieu de venir leur dire qu'on a des modèles climatiques, etc., de dire que ce que vous utilisez, on puisse à peu près la même chose, mais en utilisant d'autres moyens qui sont différents, parce qu'il y a une avancée technologique qui est là, que les paysans connaissent, parce qu'ils ont maintenant des téléphones extra et complets. C'est ça. Sur la présentation donc, du Sénégal, je vais aller directement un peu sur la problématique du projet, qui est un projet qui est au ministère de l'Environnement, mais avec la participation du ministère de l'Énergie et du développement des énergies renouvelables. La problématique du projet est liée au fait que vous savez que notre pays dépend encore fortement des forêts pour l'énergie de cuisson, à plus de 80%. Et cette exploitation-là est une cause d'une dégradation profonde de nos formations forestières. C'est pourquoi le Sénégal a planifié ce projet-là pour essayer d'inverser la tendance. Et l'objectif du projet, c'est de contribuer à l'approvisionnement des ménages en combustible domestique, mais en augmentant les revenus des communautés, en tenant compte des gens, et sans pour autant, disons, en conservant toujours les écosystèmes forestiers qui accueillent cette... Et nous avons 4 composantes. La première composante, c'est la composante qui est liée à la réforme du charbon de bois. Vous savez que c'est un secteur où il y a beaucoup de barrières institutionnelles à l'évolution du secteur. Et la première composante essaie de lever ces barrières-là. La deuxième composante est liée à tout ce qui est aménagement, c'est-à-dire réduire les dégradations qui en sont liées au prélèvement pour la production de bois énergie. Et la troisième composante, faire de telle sorte qu'à la consommation, qu'on ne gaspille plus l'énergie, qu'il y ait une efficacité énergétique plus importante, mais aussi prospecter d'autres sources alternatives d'énergie. Et la quatrième composante, c'est l'arrangement pour la mise en œuvre du projet. Mesdames et messieurs les ministres, bonjour à tous, merci d'être présents pour cette concertation ministérielle francophone. Mesdames et messieurs les ministres, Madame la secrétaire d'État au développement et à la francophonie, qui représentait aujourd'hui la présidence de la COP CDP 21, sachez, cher Annick, combien nous sommes impatients d'entendre votre point de vue sur la marche des négociations au regard de ces objectifs si importants que nous appelons tous et toutes de tous nos voeux pour un accord final que nous voulons, n'est-ce pas, ambitieux, inclusif, solidaire et juridiquement contraignant. Eh bien, il y a 2 mois, nos États et gouvernements ont adopté les objectifs du développement durable, les ODD, lors de la 70e Assemblée générale des Nations Unies. Et nous avons tous en tête, bien sûr, l'objectif 13, qui recommande de prendre en urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions. Et c'est d'ailleurs à cette occasion, dans l'enceinte de l'ONU, plusieurs d'entre vous y étiez, que nous avons rendu public l'appel de plus de 10 000 jeunes de tout l'espace francophone, qui, dans une déclaration commune, ont exprimé avec force leurs préoccupations, leurs sentiments d'urgence, leurs attentes
leurs recommandations que nous avons, comme promis, transmises au chef d'État et de gouvernement. Et c'est l'aboutissement de la campagne J'ai à cœur ma planète que nous avons lancée en mars dernier avec le souci vraiment d'impliquer et de faire entendre la jeunesse. J'indiquerai plutôt quelques principes à partir desquels notre discussion ici pourra s'engager et qui pourraient constituer le socle commun d'une position francophone en vue de l'accord final. Tout d'abord, parlons de l'ambition. Nous le savons, l'objectif des 2 degrés centigrades est essentiel, mais il n'est pas suffisant. En l'état actuel des contributions nationales des CPDN, nous sommes sur une trajectoire de réchauffement de plus de 2,7 degrés d'ici la fin du siècle. À ces niveaux de réchauffement, le pire est sans doute évité pour une partie du monde, mais pas pour les territoires les plus vulnérables, pas pour les petits États insulaires, ni pour les pays les moins avancés, notamment en Afrique. Aussi, je crois que les pays francophones devraient montrer, indiquer la voie dans l'action pour atteindre l'objectif des 2 degrés centigrades, et plus encore pour avoir une chance raisonnable peut-être d'atteindre l'objectif de 1,5 degrés centigrades. Les pays en développement présents au sein de la francophonie sont des partenaires stratégiques pour l'Union européenne dans le cadre de ces négociations climat, et donc il faut vraiment en profiter. Et dans ce contexte, la position belge va exprimer un point de vue important qui est un engagement non équivoque et crédible auprès de tous les partenaires. Nous sommes impliqués très activement dans le cluster francophone du partenariat international pour l'adaptation et pour les mesures, le rapportage et la vérification. Nous nous félicitons de la création et de l'organisation réussie de ce cluster et nous savons qu'il a été établi, qu'il fonctionne sur un mode participatif entre les pays, ce qui permet de dépasser, dans une certaine mesure, encore par ce biais-là, les divisions qui pourraient exister entre ces pays au sein de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Merci Madame la Ministre. Pour le Canada, Québec, M. Fortel. Et le Québec s'inscrit résolument dans une action concrète en matière de lutte contre les changements climatiques. Nous avons mis en place la cible de réduction de GES la plus ambitieuse au Canada pour 2030, soit 37,5% par rapport au niveau de 1990. Nous avons mis en place le plus grand marché du carbone en Amérique du Nord avec la Californie, auquel se joindra l'Ontario ainsi que le Manitoba. Et nous sommes pleinement conscients de notre responsabilité en tant qu'acteurs sur la scène internationale et d'un travail de collaboration également avec la francophonie, avec les pays du Sud. Et c'est pour ça que le Premier ministre Couillard a annoncé le 5 décembre, avec la secrétaire générale, avec le vice-président Al Gore, une contribution, et ça, s'il faut le souligner, c'est une première pour un État infranational, une contribution de 25,5 millions dans un fonds de solidarité internationale pour travailler avec nos partenaires de la francophonie afin de faciliter la transition, le transfert des technologies en matière de technologies propres, favoriser des mesures, le développement de mesures d'adaptation et investir dans notre jeunesse. Ça fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie d'ouverture de la Journée du Québec au pavillon de la francophonie. Madame la secrétaire générale, merci de nous accueillir. Je suis Michel Robitaille, délégué général du Québec et Sherpa du Premier ministre pour la francophonie. C'est un grand plaisir pour nous de prendre part à cette journée organisée par le Québec et l'Organisation internationale de la francophonie. Ça nous permet, entre autres, et on voit que ce n'est pas toujours évident à la COP21, d'avoir un échange entièrement en français sur le thème des changements climatiques, mais également de la collaboration, de la coopération entre États. Je remercie également tous nos partenaires francophones qui ont répondu à l'invitation de l'Institut francophone de développement durable particulièrement. Et on est tous ici à Paris, bien sûr, pour nous mobiliser, comme on s'était déjà mobilisé à Dakar au sommet, où on avait parlé également de cette question en souhaitant l'adoption d'un accord universel et ambitieux qui, je crois, semble dans les cartes. On le verra d'ici vendredi, samedi. Je crois que nous sommes dans la bonne direction. C'est que la consultation était menée en ligne. Donc, ça a permis de rapprocher les jeunes de la francophonie, donc de sortir un peu des frontières et d'échanger pour
partager des exemples de bonnes pratiques, mais également plusieurs recommandations de l'intention des pays de la francophonie afin qu'ils puissent mettre en œuvre des efforts de lutte contre les changements climatiques en impliquant les jeunes dans les processus. C'est intéressant de voir que, bon, vous le savez, au cours des 3 dernières années, le CEDNACAT a fait un tour du monde et on avait un programme de conférences par satellite avec les écoles. Et on avait 1017 classes qui nous suivaient sur une base quotidienne. Ça fait beaucoup de jeunes et ça montre l'intérêt que les jeunes ont vraiment pour l'environnement. Et vous savez ce qu'on est en train de faire ici à Paris, c'est donner beaucoup d'espoir. D'espoir pour cette jeunesse qui en a vraiment besoin. Ce qu'on est en train de leur donner ici à Paris, c'est le droit de rêver encore. Et ça, je vous remercie pour vos efforts parce que c'est essentiel. Madame Jean, vous êtes la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. On est enchanté de vous avoir devant le pavillon de la francophonie. Ce dont je rêve, c'est vraiment d'un résultat audacieux et ambitieux. C'est-à-dire que nous sommes là à présent, nous pouvons témoigner de toutes ces conférences, depuis le sommet de la Terre à Rio et toutes celles qui ont suivi. De Paris, nous nous mobilisons déjà vers Marrakech, donc où se tiendra la COP, nous aimons dire la CDP. Oui, je sais, chaque fois on a une erreur de langage. En français. Et il faut cette ambition. Oui. Il faut cette audace. Il faut se dépasser parce que l'heure est grave. Oh, oui. Et c'est une chose de le dire, mais c'en est une autre aussi de prendre les engagements suffisants, conséquents, pour faire en sorte que les populations qui sont gravement affectées par les effets dévastateurs du réchauffement climatique, érosion des côtes, les cultures, enfin, toutes les questions très préoccupantes de l'adaptation. Exactement. Des terres qui ne donnent plus, désertification. Il faut absolument que de manière solidaire, de manière concertée et coordonnée, nous arrivions à appuyer ces populations qui dépensent énormément d'énergie et d'efforts pour survivre dans de telles conditions tous les jours. Nous sommes avec M. Jean-Pierre Ndoutoum, qui est le directeur de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie. Bonjour Jean-Pierre. Nous sommes devant le merveilleux pavillon de l'OIF-IFDD ici à Paris, à l'occasion de la 21e conférence des parties. Quelle a été, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu l'implication, l'histoire de la francophonie ici à Paris ? Monsieur le Premier ministre du Québec, on est enchanté de vous accueillir. On est ici à Paris devant le pavillon de la francophonie, donc quelques jours de la fin de cette conférence climat. Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être, non pas votre diagnostic et mais envie de dire votre envie de qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui doit se passer ici à Paris? La francophonie internationale autour de l'OIF est fortement mobilisée autour des questions climatiques depuis déjà plusieurs années, plusieurs mois. Récemment au Forum à Dakar, par la suite dans la route qui nous a amenés de Lima à Bonn. On est toujours en lien avec cette organisation dont nous sommes un des membres à plein droit, comme vous le savez, et par laquelle nous rayonnons sur le plan international dans plusieurs domaines, dont le domaine climatique, mais où également nous agissons en coopération et en partenariat.
Alors, j'ai eu l'occasion de rappeler l'annonce que nous avons faite très récemment d'une contribution de plus de 25 millions de dollars pour la francophonie, pour les pays les plus vulnérables, pour les amener à l'adaptation, à la transition des technologies, également pour la jeunesse, à travers le Fonds de solidarité des Nations unies. Alors, tout ça va nous permettre d'intervenir, encore une fois, en partenaire avec nos amis de la francophonie, particulièrement les pays qui, comme les pays d'Afrique, sont ceux qui émettent relativement peu de gaz à effet de serre, mais subissent très, très concrètement les impacts du changement climatique.